Pendant les Jeux, j'ai pu assister à une toute petite partie et j'ai pu aller monter au dernier étage de la Tour Eiffel sans avoir acheté mon billet à l'avance et j'ai dû faire 3 minutes de queue. Il y avait juste 5 personnes devant moi. Enfin, extraordinaire, extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que les gens qui étaient là n'étaient pas les mêmes que d'habitude. En gros, la population qui est venue assister aux Jeux n'était pas la même que la population habituelle à Paris. Mais en nombre, on peut discuter, on est sur les mêmes ordres de grandeur, voire limite un peu moins. Donc en fait, quand on parle d'héritage touristique des Jeux, la cible n'est pas du tout les touristes pendant les Jeux. On n'aurait pas fait les Jeux, il y aurait eu d'autres touristes à la place. Non, non, le sujet, c'est relancer la destination France, c'est-à-dire faire la publicité de Paris et de la France auprès des touristes internationaux. Alors pourquoi les touristes internationaux? Parce que c'est ceux qui dépensent statistiquement le plus d'argent. En fait, la cible, et ça c'est quand même assez contre-productif vis-à-vis du climat. On voit que les Jeux Olympiques de Paris ont été faits pour mettre en avant la destination touristique française et plus particulièrement celle de Paris. Ça, est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça? Parce que ça a été fait sciemment, c'est pas... Alors, oui, tout à fait. Alors, mais pour avoir une idée de l'impact, alors c'est sûr qu'il faut qu'on se revoie dans 10 ans. Parce que les Jeux, c'était juste il y a 1 an, alors qu'en fait, l'héritage dont on parle là, c'est-à-dire, c'est complètement officiel ce qu'on dit, c'est-à-dire que dans les motivations premières de la candidature de la France et de Paris en particulier pour les JO de 2024, il y avait texto la relance de la destination France auprès des touristes internationaux. Et si on veut relancer ça, on ne parle pas du tout du mois des Jeux. Parce qu'en fait, le mois des Jeux, je veux dire, on a remplacé des touristes par d'autres. C'est pas le tourisme pendant les Jeux qui était l'objectif. Absolument pas. Oui, tu dis d'ailleurs, il y a une anecdote marrante, c'est que la Tour Eiffel était quasiment vide. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est l'anecdote du fait que la Tour Eiffel, j'ai pu l'expérimenter personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les Jeux, j'ai pu assister à une toute petite partie et j'ai pu aller monter au dernier étage de la Tour Eiffel sans avoir acheté mon billet à l'avance et j'ai dû faire 3 minutes de queue. Il y avait juste 5 personnes devant moi. Enfin, extraordinaire, extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que les gens qui étaient là n'étaient pas les mêmes que d'habitude. En gros, la population qui est venue assister aux Jeux n'était pas la même que la population habituelle à Paris. Mais en nombre, on peut discuter, on est sur les mêmes ordres de grandeur, voire limite un peu moins. Donc en fait, quand on parle d'héritage touristique des Jeux, la cible n'est pas du tout les touristes pendant les Jeux. On n'aurait pas fait les Jeux, il y aurait eu d'autres touristes à la place. Non, non, le sujet, c'est relancer la destination France, c'est-à-dire faire la publicité de Paris et de la France auprès des touristes internationaux. Alors pourquoi les touristes internationaux? Parce que c'est ceux qui dépensent statistiquement le plus d'argent. En fait, la cible, et ça c'est quand même assez contre-productif vis-à-vis du climat, c'est que la cible, c'est tout simplement plus le touriste ultérieur. Là, on parle donc de tourisme ultérieur aux Jeux, sur une dizaine d'années. Hein, c'est l'ordre de grandeur. C'est pour ça que pour Paris, j'ai pas la réponse. Je vais essayer de te répondre, mais pour Paris, j'ai pas la réponse. Il faut qu'on se revoie dans 10 ans et à essayer de regarder les statistiques de tourisme en France de 2025 à 2035 par rapport aux autres pays et essayer de voir les progressions ou pas, le différentiel. Donc, dans le cas de la France, les estimations que je fais de ce poste-là, je mets bien un astérisque en disant non seulement c'est une estimation, mais en plus elle est provisoire parce qu'en fait, voilà. Oui, en revanche, on peut avoir une idée. Je sais très bien. Voilà. Tu vas parler sans doute de jeux précédents, mais avant, voilà, juste exactement. pour montrer la volonté. Oui. La volonté, ça a été de faire justement des épreuves au Champ de Mars. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. À Versailles. Derrière, voilà. Oui, et puis même le teasing des jeux lui-même, le teasing des jeux, il est au diapason de cet objectif. C'est-à-dire que, on va le dire, il y a une innovation aux Jeux de Paris, c'est de ne pas faire la cérémonie d'ouverture à l'intérieur du stade où on voit défiler les athlètes sur la piste d'athlétisme avec des allégories représentant la France au milieu. On a dit, en faire une innovation, on va aller sur la scène. Mais ça fait partie des motivations pour lesquelles j'ai écrit le livre, c'est de se dire, avant que ça... Moi, j'ai eu du mal à regarder la cérémonie d'ouverture, tellement j'avais en tête que c'était une stratégie extraordinaire pour montrer justement les cartes postales que j'appelle selfieresques, qui est un terme que j'avais déjà utilisé dans un précédent livre, pour montrer les cartes postales selfieresques de Paris
aux touristes internationaux. Si on reste dans le Stade de France à faire des tours, bon, on va montrer peut-être une danseuse du Lido ou je ne sais pas quoi, mais ça va être limité. Alors que là, c'était l'occasion de montrer Notre-Dame, la Tour Eiffel, etc. Alors, ça a été un peu raté à cause de la météo, parce que finalement, voilà. Mais peut-être que le climat, c'est pas à venger, mais à essayer de tempérer cet objectif, voilà. Donc... mais en tout cas, voilà, la cérémonie d'ouverture, elle est au diapason de la relance de la destination France. À Versailles, on organise des épreuves à Versailles. Comme j'ai écrit, on est comme Louis XIV. Louis XIV, il voulait en mettre plein la vue. Plein la vue, c'est un terme de l'époque. Il voulait en mettre plein la vue à ses invités. Et là, on veut, voilà, un touriste international, américain, japonais, s'il vient à Paris, ah oui, il faut qu'il pense. Et oui, il peut aller voir le parc de Versailles, visiter le château, aller voir la Tour Eiffel. Et donc, les Jeux sont l'occasion de lui montrer toutes ces cartes postales pour bien qu'il les ait en tête pour 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que l'organisation des Jeux, tout le monde a dit, c'est fantastique parce que justement, on ne va pas construire de nouvelles infrastructures. Tout le monde l'a dit. Beaucoup de gens l'ont dit. Oui. Beaucoup de gens l'ont dit. Oui. On ne va pas construire de nouvelles infrastructures. Et pas trop. Je crois que de mémoire, c'était 95% des infrastructures. Oui, on a construit la piscine olympique, le village olympique, mais très peu de choses en dehors de ça. Pour justement réutiliser la ville comme structure des JO. Et toi, ce que tu dis, c'est que, en fait, d'un point de vue climatique, en fait, c'est terrible parce qu'en fait, c'est vendre la ville par derrière dans la décennie qui vient. Quoi. Oui, alors c'est vrai que évidemment de ne pas avoir trop construit, c'est bien mieux que d'avoir construit beaucoup. C'est évident. Je vais te prendre un exemple autre que les JO. On va prendre la Coupe du Monde de foot. Par exemple, celle qui vient aux États-Unis. C'est un poste qui est très faible. Parce qu'aux États-Unis, entre les stades retenus aux États-Unis, plus un peu au Canada et au Mexique, en gros, les stades en l'état, certains, on va rajouter quelques tribunes provisoires, mais je crois qu'il y a un stade américain où on va vraiment refaire les tribunes, mais à part ça, on ne construit. Donc on est un peu dans la logique JO de Paris 2024, où finalement, on fait dans l'existant en termes d'infrastructures sportives. Alors, à l'opposé de, si on revient en arrière sur les Coupes du Monde de foot, il me vient à l'esprit la Coupe du Monde de 2002 au Japon et en Corée du Sud, qui a été organisée dans 20 stades, bon, c'est à l'ordre de grandeur, dont 18 stades neufs. C'est-à-dire qu'on a construit tout neuf, 90% des stades pour cette Coupe du Monde-là. Donc on voit évidemment qu'il y a beaucoup d'évitement, ou de non-émission de CO2, le fait de faire dans l'existant plutôt que de construire que des infrastructures neuves. C'est évident. Pour autant, la Coupe du Monde de foot aux États-Unis, en Amérique du Nord, ce poste est très faible, mais on sent bien que sur beaucoup d'autres postes, ça va être la gabegie colossale. Et le record actuel de la catégorie tenue par la Coupe du Monde du Qatar, tel que je le montre dans le livre en 2022, la catégorie Coupe du Monde de foot, il est à penser clairement qu'il va être battu cet été par la Coupe du Monde en Amérique du Nord, alors même que son post-construction est très contenu, comme les JO Paris 2024. Juste pour reprendre le fil de la discussion, tout à l'heure tu disais Paris, on ne sait pas encore l'impact sur les visiteurs que ça va pouvoir avoir dans la décennie qui vient. Oui. En revanche, il y a déjà eu des JO qui ont eu cette stratégie-là. Quels ont été les résultats? Est-ce qu'on arrive à le savoir? En fait, c'est à peu près tous les JO qui avaient cette stratégie-là, je dirais un peu de plus en plus. Même on se souvient, par exemple, les JO de 92, Barcelone, par exemple, qui a restructuré complètement sa ville dans la perspective de recevoir les Jeux et dans la perspective d'en faire une destination touristique internationale, alors qu'elle n'était pas une capitale d'État. C'est la capitale de la Catalogne, mais pas de l'Espagne. Et ça a été très réussi, même presque trop bien réussi, vu qu'aujourd'hui, ils sont obligés de gérer des problèmes de surtourisme à Barcelone. Et on imagine bien que Barcelone n'aurait peut-être pas l'aura qu'elle a aujourd'hui si elle n'avait pas accueilli les Jeux en 1992. Je ne dis pas non plus que la totalité du succès international touristique de Barcelone est de 100%, je n'ai pas dit ça, mais bon. Et donc, quand on regarde, c'est pour ça que j'ai fait une rétrospective, en fait, comparer quelques gros événements internationaux depuis 25 ans, avec les courbes de flux touristique des touristes internationaux. Et en croisant les deux, on arrive à se rendre compte que
il y a des événements, je pense qu'à peu près tous les événements avaient envie, certains s'étaient complètement assumés, de se dire on organise les Jeux pour développer le tourisme dans notre pays. Mais on sent bien qu'il y a eu des ratés. C'est-à-dire qu'il y a des pays, malheureusement, si on regarde le Brésil qui a organisé à la fois quasiment en même temps une Coupe du Monde et des Jeux, mais en fait n'a pas trop vu sa fréquentation touristique internationale augmenter. Donc là, on peut considérer que, alors vous allez me dire, elle n'aurait pas forcément baissé s'ils n'avaient pas organisé les Jeux, mais on peut se dire, bon, il y a peut-être un petit peu d'héritage touristique, mais ça ne doit pas être énorme. Alors que par exemple Londres et Paris, Londres 2012 et Paris 2024 sont très très comparables, d'autant plus que Paris avait souhaité que Paris d'un cheveu n'a pas eu les Jeux de 2012. Ça s'est joué d'un cheveu. D'une blague de Jacques Chirac, peut-être. Voilà. Donc, c'est peut-être moins avouable que ça. Enfin, peu importe. Et donc, au même titre que Paris 2024 avait dans ses objectifs principaux la relance de la destination France, il y avait exactement cela dans la candidature de Londres en 2012. On avait le tourisme en Angleterre qui stagnait depuis plusieurs années. Et le gouvernement anglais qui voulait le dynamiser parce qu'il sentait qu'il y avait du potentiel de croissance économique simplement. Et donc, ils ont dès le départ misé sur la candidature et sur les Jeux de 2012 pour vraiment dynamiser complètement les flux touristiques internationaux. Ils ont plus ou moins en même temps, il y a eu aussi le jubilé de la reine. Et par contre, là, on voit, en analysant les courbes, que là, c'est une réussite. C'est une réussite, c'est-à-dire que le tourisme a vraiment, en Angleterre, décollé alors qu'il stagnait, complètement lié à ces événements-là, dans une proportion importante. Personnellement, bon, il n'y a pas que les JO qui ont permis ce dynamisme, donc j'ai pris un ordre de grandeur d'une proportion prudente de ça, mais même en prenant une proportion prudente de ça, à la fin, on se rend compte que sur les 10 ans suivants, ça fait des millions de tonnes de CO2 à l'arrivée. Et que c'est un véritable poste. Alors, c'est un ordre de grandeur, mais si l'ordre de grandeur est en millions de tonnes, ça veut dire que c'est un vrai poste. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fait des dizaines ou des centaines de milliers de touristes chaque année supplémentaires qui prennent l'avion. C'est des touristes étrangers qui souhaitent attirer en Angleterre ou à Paris. Parce que c'est eux qui vont consommer le plus et c'est eux qui vont avoir l'empreinte carbone la plus forte. Et effectivement, ces touristes supplémentaires, il faut les regarder donc sur plusieurs années comparativement à d'ensembles autres pays comparables. Parce que si on voit l'Angleterre décoller, mais le reste des pays européens eux-mêmes étaient en croissance touristique, mais moins forte avec un écart significatif avec la croissance anglaise. D'où le fait de se dire on peut raisonnablement attribuer une partie de ça, tout en étant prudent, au bénéfice de l'image portée par les Jeux Olympiques pendant un mois.